Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la musique se livre sur les femmes dans le rock. Je suis ravi de recevoir Sophie Rosemont, auteure du livre Girls Rock, publié aux éditions Nil. Sophie Rosemont, bonjour et bienvenue dans La musique se livre. Bonjour Raphaël. Could you see the eyes of the women? Could you hear them screaming and waving? En lisant Girls Rock pour préparer cette émission, j'ai dû me rendre à l'évidence. En 1 an et demi, je n'ai fait le portrait que de 2 femmes, Charlotte Gainsbourg et Grace Jones. Cela n'a pas été un choix délibéré et je n'y avais même jamais pensé avant que Sophie Rosemont appuie là où ça fait mal. Dans bon nombre d'encyclopédies du rock et autres ouvrages évoquant les albums majeurs de l'histoire de cette musique, les femmes sont trop souvent oubliées. Pourtant, qu'elles soient musiciennes, chanteuses, à la tête d'une formation ou en solo, elles sont loin de n'être que des figurantes. De la plus déjantée à la plus discrète, de la plus engagée à celle faussement futile, de celles qui traversent les décennies à celles qui se sont brûlées les ailes dans les excès, de musiciennes discrètes aux icônes chefs de bande, les femmes ne sont pas à mettre au second plan du rock. Paraît même que sans elles, l'expression rock'n'roll n'existerait pas. Dans l'inconscient collectif, lorsqu'on parle de rock, le visage des Stones, des Doors, de AC/DC, de Bowie, Hendrix, Dylan, Elvis Presley et j'en passe apparaissent instantanément. Et pourtant, à l'évocation de Janis Joplin, John Baez, Aretha Franklin, Joni Mitchell, Kate Bush, PJ Harvey, vous vous dites, j'en suis sûr, bon sang, mais comment ai-je pu les oublier ? Vous ne les avez pas oubliés, vous n'y avez juste pas pensé. Après la lecture de Girls Rock, et je l'espère après l'écoute de cette émission, cela ne devrait plus jamais se produire. Sophie Rosemont, vous êtes journaliste spécialisée en culture et style. On peut vous lire dans Rolling Stone, Paris Match, Glamour ou Les Un Rock. Vous êtes aussi chroniqueuse sur France Culture et vous avez contribué au célèbre dictionnaire du rock de Mishka Assayas. Vous venez de sortir votre premier livre aux éditions Nil, Girls Rock. Entrons immédiatement dans le vif du sujet et dites-nous comment est né ce projet. Il est né de plusieurs constats. Il est né tout d'abord du fait que je trouvais qu'on parlait pas assez des femmes, des artistes féminines, plus précisément dans les livres dédiés à la musique. Il m'arrivait parfois pour mes recherches personnelles, en tant que journaliste, de chercher des infos sur un groupe féminin, par exemple, ou une artiste. Et je les trouvais pas, elles figuraient pas dans les encyclopédies, les dictionnaires auxquels j'avais affaire, qui étaient pourtant très bien, mais il y avait un manque. Et ensuite, il y a eu aussi la notion de commande. D'abord, on m'a commandé un article pour un hors-série des Un Rock il y a quelques années sur le féminisme dans le rock'n'roll. Et mon éditrice actuelle donc, a lu ce papier et elle m'a contactée en me commandant un sujet autour du féminisme, du rock'n'roll. Bon, c'était assez flou et je lui ai répondu que volontiers, mais que d'abord raconter les histoires des femmes. Donc plutôt un livre sur les femmes et le rock'n'roll, qui serait d'ailleurs forcément un peu féministe. Mais voilà, c'était... Il y avait un manque aussi de reconnaissance. Vraiment, ces femmes, on les oublie très, très, très souvent. Alors sincèrement, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit qu'on allait éviter le sujet de savoir si c'était un livre engagé, puisque justement cette question ne se pose jamais sur les ouvrages rigoureusement masculins en la matière. Et puis à la lecture, je me suis dit qu'il était impossible de ne pas évoquer l'angle féministe du livre. Dès l'introduction, vous dites... Rock ou pas, les femmes artistes doivent sans cesse prouver qu'elles peuvent vendre autant que les hommes. Même signées en maison de disques, elles ne peuvent toujours pas prétendre à la même visibilité sur les affiches de festivals. Il faut aussi rappeler qu'elles n'ont pas eu pendant longtemps autant de possibilités de reconversion professionnelle que leurs confrères. Lorsque la carrière d'un homme bat de l'aile, il peut se réinventer dans la production ou la gestion de projets musicaux. Une option rarement envisageable pour les femmes artistes, que l'on ne voit pas autrement qu'en jolies robes derrière leur micro et qui sont trop radicales pour être jugées performantes dans les affaires. Les voilà punies. On n'ira donc pas chercher trop loin en concluant que lorsqu'une femme s'investit dans une carrière musicale, elle risque plus gros qu'un homme parce que ce sera plus dur de se faire connaître, donc d'en faire son gagne-pain, et que si l'échec perdure, la réinsertion professionnelle dans un métier du même secteur est loin d'être acquise. Donc c'est un livre résolument engagé. Oui, on peut le dire. En tout cas, l'introduction me permet de donner mon point de vue là-dessus. Mais en fait, c'est engagé, c'est un constat vraiment complètement lucide, objectif de la situation. Effectivement. Alors, vous faites le portrait de plus de 140 artistes dans Girls Rock. Nous allons évoquer quelques-unes d'entre elles seulement. On va écouter votre premier extrait qui illustre parfaitement bien le début de votre livre.
a natural fact that a man don't understand that Bible right, and that's all. That's all. I just tell you that's all. That's all. That's all. But they better have religion now. I tell you that's all. Now when you see people jump from church to church, you know that that conversion don't amount to much, and that's all. That's all. I just tell you that's all. That's all. That's all. But they better have religion now. I tell you that's all. Sister Rosetta Tharpe, que vous présentez comme la première cavalière solitaire. Oui, comme la première cavalière solitaire, en tout cas comme une femme qui a dû se débrouiller toute seule comme une grande, même si elle a beaucoup au début tourné avec sa mère. En fait, elle est née dans l'Arkansas, fille de musiciens très croyants. Enfin, sa mère était avant tout une prêcheuse, quoi. Voilà, une évangéliste très très convaincue qu'elle suivait dans ses missions liées à son église. Et elle chantait, elle faisait de la guitare. Et Sister Rosetta Tharpe, c'est étonnant de voir comment on l'a oublié, comment on a oublié son jeu de guitare. Et lorsque parfois j'en parlais, il y a quelques années, on me disait mais elle faisait du gospel, c'est pas du tout une rockeuse. Et là, comme on peut l'entendre, si, c'était quand même une rockeuse. Évidemment, elle a repris des grands standards du gospel comme Precious Lord, notamment, qui a été d'ailleurs repris très très joliment par Aretha Franklin dans Amazing Grace. Mais bref, je me perds, mais en tout cas, elle a non seulement empoigné la guitare, elle l'a aussi branchée à l'électrique. Et ça, c'est hyper important. Et quand elle a été enfin intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, il y a très peu de temps, beaucoup trop peu de temps, dans le discours, il a été rappelé son influence sur Chuck Berry, donc forcément sur les Stones, donc sur les Beatles, donc en fait sur tout le monde. Mais ça, on s'en doutait parce qu'à la fin des années 60, elle avait fait une tournée en Angleterre, et là, tous les jeunes Anglais qui assistaient à ce concert dans une gare désaffectée de Manchester étaient épatés par le charisme de cette femme, sa stature, sa voix et son sacré jeu de guitare, quoi. Une guitare blanche d'ailleurs. C'est dans ces années que le mot rock'n'roll apparaît aussi. Oui, de toute façon, la première fois qu'il apparaît, c'est en 1922, Trixie Smith. Maintenant, c'est vrai que sa carrière n'a pas été très pérenne. Voilà, c'était. On était quand même dans une Amérique ségrégationniste, donc déjà c'était quand même très difficile d'être afro-américain. Et en plus d'avoir la peau noire, si en plus on était une femme, alors là, on avait quand même beaucoup. C'était la double peine. C'était quand même très difficile de s'imposer, et d'autant plus dans la culture. Donc, et après une fois encore, là on parle de chant. C'est pas juste danser pour des messieurs blancs dans des beaux cafés de New York, quoi. C'est quand il s'agit d'enregistrer ses propres chansons et d'essayer de donner son propre tempo, sa propre voix. Il a fallu attendre des décennies pour avoir ne fût-ce que le droit de le faire. Donc Trixie Smith, comme beaucoup d'artistes de cette époque, est décédée dans la pauvreté la plus totale. Alors on va parcourir un peu les différents chapitres de ce livre, puisque les artistes sont présentés thématiquement, et pas du tout comme dans un dictionnaire ou une encyclopédie, ce qui rend la lecture très très agréable. Et donc on va parler des bandes de filles, comme vous dites, c'est-à-dire des groupes 100% féminins. Dès le début du chapitre, vous mettez les pendules à l'heure en disant qu'il faut sortir du cliché girls band, façon Supremes ou Spice Girl, et ne pas ignorer tous les groupes moins fabriqués que l'on trouve dans l'histoire du rock, même si les labels auront pris leur temps pour signer ce type de groupe. Oui, c'est vrai que autant tout ce qui était pop, mignon, gentil, ça allait, mais alors signer des groupes de rock féminin, je pense que les labels ont mis du temps à se dire que ça pouvait marcher. Et je crois encore maintenant, hein, je pense que là, les rockeuses signent sur des labels. Hein, je pense que c'est plus trop un problème. Enfin, moi j'espère. Hein, on peut jamais être sûr à 100% de toute manière. Mais un groupe de rockeuses, une rockeuse, ça va. Mais alors 3 ou 4, bonjour les dégâts. Et pourtant, quand on voit le succès qu'ont remporté des groupes comme Hall ou L7 ou même Fanny en leur époque, on les a vite oubliés, mais elles ont quand même vendu des disques, fait des tournées incroyables. Voilà, David Bowie était leur premier fan, c'était pas n'importe qui, les musiciennes de Fanny. C'est dommage que les labels ne soient pas plus penchés là-dessus. Après, il y avait peut-être aussi tout simplement
une retenue de la part de ces filles d'aller être signées. Et après, il y a eu quand même des groupes de rock plus ou moins fabriqués. Ça a été le cas des Runaways, qui ont été fabriqués par Kim Fowley et qui n'a pas été des plus tendres avec elle, mais qui a donné naissance notamment au grand mythe rock'n'roll féminin qu'est Joan Jett. Exactement. Alors vous avez choisi 2 groupes que l'on va écouter tout de suite. Direction 1984 avec les Raincoats, dont j'ai appris grâce à vous que Kurt Cobain était fan. Anna Da Silva et Gina Birch, The Raincoats. Ah bah, un de mes groupes préférés de filles. Vous entendez un peu les cordes ici, elles sont triturées, c'est une manière très spéciale et elles sont inspirées sans aucun doute de John Cale, au sein du Velvet Underground, qui est un de mes groupes préférés parce que j'écoute des hommes aussi et notamment Lou Reed et le Velvet Underground. Voilà. Même si ce sont des hommes très androgynes, comme la plupart des icônes rock masculines, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, oui, c'est un groupe qui est né à la fin des années 70 à Londres, avec la batteuse des Slits, qui est un groupe de punk très connu de punk, et aussi de dub et de ska. Ils étaient très influencés par la musique jamaïcaine. Donc la batteuse Palmolive a rejoint Anna et Gina. Et j'adore les mélodies, j'adore les textes. Et c'est Kurt Cobain qui les a un peu sortis de l'oubli, je pense 20 ans plus tard au moins. Il était supra fan. Mais de toute façon, il a eu le don quand même, lui, en l'occurrence, de révéler ou de sortir des oubliettes certains groupes. Notamment les Vaselines, qui est un groupe que j'adore, qui est daté de moins longtemps, et écossais, et qu'il a vraiment contribué à faire connaître, et qu'il a repris. En tout cas, les Raincoats, pour les Raincoats, en l'occurrence, il avait écrit les notes de la pochette. Des très jolies notes. Et il me semble que Kim Gordon aussi avait signé quelque chose sur cette pochette. En tout cas, oui, les Raincoats, c'est vraiment un groupe qui n'a pas eu une grande production, une grande discographie, mais moi, elle me trotte toujours en tête. Alors, un autre groupe, pas si éloigné de Kurt Cobain non plus, puisqu'il s'agit de Hole, mené par celle qui fut sa femme, l'iconique Courtney Love, dont le portrait est confié à Jeanne Haddad dans votre livre. Je vous propose que l'on écoute un extrait de Live Through This, l'un des albums les plus importants du rock féminin, et du rock tout court, pour vous citer une nouvelle fois. Well, I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia, but everyone's the same. What do you do with a revolution? Well, I went to school in Olympia, and everyone's the same. We look the same,
Parlez-nous de Hall et de Courtney Love que l'on retrouve aussi dans votre chapitre intitulé De l'excès à la tragédie. Courtney Love, on pourrait pas faire un livre sur le rock'n'roll et sur les femmes sans Courtney Love. Et d'ailleurs, c'est Virginie Despentes qui l'a très bien écrit dans Quiconque Theory. Qu'est-ce que serait le monde sans Courtney Love ? Il en vaudrait pas la peine, ça c'est certain. C'est pour moi vraiment une icône rock féminine ultime, une femme fatale de haut vol, et en même temps une femme absolument vulnérable, quelqu'un de très engagé, de très altruiste, quoi qu'on en dise, qui se traîne une réputation assez infecte. On m'a encore dit il n'y a pas longtemps, vraiment, pas plus tard que la semaine dernière. Bon, je comprends qu'il y ait Courtney Love dans votre livre, mais quand même, elle est odieuse, elle est horrible, elle a été très méchante avec Kurt Cobain, c'est à cause de lui qu'il est mort. Oui, bon, on a encore ce genre de théorie 20 ans après. Mais c'est aussi quelqu'un de très talentueux. Cet album, là, Explosive, voilà, je l'ai dit, c'est un album mélodiquement, rythmiquement, du point de vue des paroles, que je trouve vraiment impeccable. Et cette chanson est super. D'ailleurs, elle a été utilisée dans un très beau film, Beauté volée, qui se passe en Toscane. On voit Liv Tyler, qui est très jeune à l'époque, danser et chanter et hurler dessus dans sa chambre. Et moi, c'est vrai que c'est un album qui m'a vraiment ouverte aux voix féminines. Voilà. C'est-à-dire aux voix féminines du rock and roll, plus précisément. Je pense que même si avant j'ai écouté beaucoup de rock, c'était beaucoup de voix masculines. Les voix féminines que j'écoutais, c'était plus dans le pop ou la soul. Mm-hmm. Et Courtney Love, voilà, j'avais 15 ans et il y a une nouvelle galaxie qui s'est ouverte. Vraiment, ça a été très, très, très important pour moi. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'elle sorte un nouvel album. Mais à part quelques titres, il y a maintenant un petit moment, je sais pas, il y a 6-7 ans, il n'y a pas grand-chose. Mais on ne sait jamais, elle n'est jamais à bout de surprises, Courtney Love. Alors on va rester dans l'excès et la tragédie. Dans votre chronologie, vous placez Bessie Smith comme figure matricielle de celle qui ne se ménage jamais. Présentez-nous un peu cette impératrice du blues et l'impact qu'elle a pu avoir. Elle, c'est vrai que c'était une personnalité absolument explosive, très libre dans ses mœurs. Donc c'est sans quoi aussi elle était complètement pionnière, bien avant tout le monde. Voilà, femme américaine, noire, pauvre, donc une fois encore qui part avec tout contre elle et qui a réussi quand même à se faire une très très belle réputation et à beaucoup tourner, à avoir vraiment un vrai succès sur scène parce qu'elle avait un charisme incroyable, tout en affrontant les pires racistes. Il y a quand même le Ku Klux Klan qui a voulu interrompre son concert et qu'elle a viré. Et elle leur fait face et elle les dégage. C'est ça qui est bien. Bessie Smith, elle les a vraiment dégagés. Elle avait vraiment peur de rien. Et en même temps, elle racontait plein de choses, c'est-à-dire la précarité du quotidien, le rapport aux fêtes, à l'alcool. Bon, c'était quelqu'un qui levait très souvent le coude et qui pouvait être un peu agressif aussi. Hein. Elle était vraiment dans l'excès en tout point. Et elle raconte aussi, les sales histoires avec les sales mecs. Il faut pas se laisser pas se laisser faire par son mec, pas se laisser battre. Exactement. Après, il y a toujours cette ambivalence. On sait qu'il y avait que dans ses différents couples, il y avait pas mal de coups et en même temps, qu'elle pouvait montrer énormément d'amour. En tout cas, elle a jamais baissé la tête face à qui que ce soit et tout en affirmant la liberté de sa sexualité et de sa bisexualité. Exactement. Comme d'ailleurs pas mal de blueswoman. Donc on remonte à un siècle. C'est ça qui est fou, c'est cette liberté dingue, comme si du moment où elle prenait la guitare ou le micro et qu'elle montait sur scène et qu'elle chantait avec leur trip, finalement tout pouvait suivre dans la vie privée. Les risques étaient déjà là. Et elle est décédée assez jeune d'un accident de voiture. Trop. Et voilà. Et entre-temps, ce sont deux femmes qui se sont occupées de la pierre tombale, je crois. Oui, dont Janis Joplin, qui était une de ses grandes fans. Elle aimait beaucoup Bessie Smith. Et c'est vrai que grâce à elle, Bessie Smith a pu avoir une pierre tombale digne de ce nom. On l'écoute tout de suite. When it rained 5 days and the sky turned dark as night. When it rained 5 days and the sky turned dark as night. Then trouble taking place in the lowlands at night. I woke up this morning, can't even get out of my door. I woke up this morning, can't even get out of my door. There's enough trouble
trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. I packed all my clothes, threw them in, and they rowed me along. When it thundered and lightning and the wind began to blow. Autre chapitre que nous allons aborder maintenant, les briseuses de cœur. On commence avec la splendide Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Parlez-nous un peu de cette gitane New Age avant l'heure. Oui, c'est vraiment ça. Gitane New Age avant l'heure, qui vient d'avoir donc sa deuxième consécration au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc bravo Stevie. Alors, Stevie, c'est vraiment la badass girl. Hein. C'est une jeune fille très maligne qui chante très tôt divinement bien. Ses parents l'encouragent. Voilà, parce que c'est avant tout quand même une très grande chanteuse qui rencontre Lindsey Buckingham dans une fête de lycée, qui s'incruste dans les chœurs. Ils font un duo ensemble. Ça se fait pas trop remarquer, mais ils se retrouvent grâce à ça quand même dans Fleetwood Mac. Et donc ce groupe qui à la base est anglais, qui s'est pour qui ça roulait quand même moyennement parce qu'il y avait eu un changement de line-up, le fondateur était parti, bon bref. Et voilà, Stevie Nicks arrive et c'est la folie. C'est-à-dire elle a apporté une dose de glamour incroyable. Donc évidemment, sa consoeur Christine McVie ne manquait pas de talent, loin de là. Hein. C'est une musicienne vraiment très accomplie. Mais Stevie Nicks, elle avait l'attitude, le charisme, cette façon de danser, de tourner sur elle-même très spéciale, cette voix, et puis aussi ce songwriting. Elle a quand même écrit des chansons fabuleuses. Et c'est étonnant de voir que ça aussi, peu de gens le savent. Tout le monde reconnaît le talent de chanteuse de Stevie Nicks, son charisme. Mais quand on dit, oui, elle a quand même écrit ça et ça, et je me dis, ah bon, elle écrivait? Bah oui, on peut être pas que cette chanteuse. Donc elle avait vraiment tous les talents pour elle. Et ses albums solo sont merveilleux. C'est une personnalité qui est très à part et qui en plus pas du tout sa langue dans la poche. C'est assez drôle de l'entendre parler des hommes. Alors écoutez, vous êtes magnifique, parce que vous me tendez la perche. J'étais justement sur la page où elle s'exprime. Alors, je la cite. « Les musiciens avec qui je suis sorti ne comprenaient pas ma vie. Ils n'étaient pas différents d'un homme ayant un métier standard, parce que, avec leur ego masculin, ils pensaient que je renoncerais à une partie de ma vie pour eux. Et ça, c'était hors de question. En plus, je faisais partie d'un groupe aussi célèbre que le leur, et ça ne leur plaisait pas. Ils voulaient que je reste à ma place de femme, tout ce que ma mère m'a appris à ne jamais faire. » Ah oui, voilà. Tout est dit. Tout est dit. On peut même pas rajouter. C'est vraiment génial. Et effectivement, la gloire de Fleetwood Mac tient aussi à elle. Elle le sait. Et elle en a usé et largement abusé, hein, évidemment, du point de vue des substances illicites. Mais quel personnage flamboyant. Alors, pour ceux qui sont habitués à nous écouter, c'est la minute obsession. Il faut savoir que Prince était fan de Stevie Nicks et il lui a proposé Purple Rain. Et elle a refusé en lui disant que la chanson lui semblait trop personnelle. Et si finalement il l'a sortie, c'est grâce à elle, puisqu'elle l'a refusé. Nous allons écouter Dreams. Est-ce que vous voulez nous en parler tout de suite? C'est une des plus belles chansons de Stevie Nicks, hein, dans l'album qui a fait exploser Fleetwood Mac. Ils étaient déjà très connus depuis l'album précédent. C'est le premier où ils intervenaient avec Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Mais c'est vrai que Remorse, c'est vraiment le best-seller, celui qu'on connaît tous, que tout le monde a à l'autre bout du monde. Et cette espèce de balade là qui poignante, c'est à la fois pas si balade que ça. Enfin voilà, c'est la douceur et l'acidité de Stevie Nicks. Autre briseuse de cœur, dans un registre différent, Krista Pavgun, alias Nico, la femme fatale par excellence. Ah bah oui, elle, c'est la beauté du diable, hein, et la beauté de l'ange aussi. Mi-déesse, mi-glaçon, disait d'elle un critique américain, ce qui est assez drôle et assez vrai. Donc née en Allemagne, une enfance pas facile, donc un père qui n'a pas été là. On a tout entendu sur ce père, hein. C'est-à-dire il a été résistant et tué, ou alors finalement il était plutôt nazi. Mésalliance, une sale histoire autour de sa naissance, une agression sexuelle sans doute, à peine au début de l'adolescence. Et puis elle devient mannequin très très jeune, parce que elle est déjà très belle. Et puis dès qu'elle le peut, elle quitte l'Allemagne. Elle quitte l'Allemagne, elle part jouer dans des films, devenir comédienne. Et elle se retrouve aussi à chanter. Donc d'abord en Europe, et puis voilà, on connaît la suite, la Factory, Andy Warhol qui l'impose au sein du Velvet Underground, et voilà, sa voix
crépusculaire sur le premier album du Velvet, le Velvet Underground de Nico, celui à la banane, la fameuse banane. Et dont Brian Eno disait qu'il y avait très peu de gens qui l'avaient acheté, mais que tous ceux qui l'avaient acheté avaient fait un groupe, c'est vraiment ça. Et ce qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire qu'après, Nico a eu une vie après la Factory. Elle est revenue en Europe. Elle a eu une longue histoire avec Philippe Garrel. Elle a fait des albums magnifiques, tous produits par John Cale, qui restait très fidèle à Nico. Et quelques mois avant sa mort, elle tournait dans toute l'Europe, y compris dans tous les pays soviétiques, avec son punk vraiment très habité. Elle plaquait ses accords sur l'orgue. Elle reprenait The End des Doors en étant extrêmement habitée. Elle avait eu une histoire d'ailleurs avec Jim Morrison. C'est vrai que Nico a eu un tableau de chasse tout à fait respectable. Tout à fait. Tout à fait respectable. Et oui, elle aussi, sa vie est un roman. Sa vie est un roman. Mais il n'y a pas que sa vie. Et c'était ça qui comptait pour moi. C'est-à-dire que voilà, je n'allais pas m'attarder sur ces histoires avec Dylan, avec Jim Morrison. Non, l'important, c'était aussi d'expliquer qu'elle avait fait des chansons vraiment magnifiques. Qu'elle avait une vraie plume. Il y a une espèce de poésie très lunaire chez elle. Très lunaire et très terrienne en même temps, très, très martienne en fait, tout ce qui est lié à une espèce de planète étrange, un peu irréelle, de quelqu'un qui a jamais su vraiment si elle était à sa place, qui a essayé de vivre de son art et surtout de pas rester dans les paillettes. Elle aurait pu essayer à tout prix de rester dans les paillettes, aller tourner dans des films, peut-être des blockbusters, je pense qu'elle avait vraiment le physique pour, mais elle s'en est allée ailleurs, plutôt vers le cinéma d'auteur, notamment avec Garrel, et puis vers une musique aussi exigeante et expérimentale, parce qu'elle a quand même exploré beaucoup de terrains sonores avec John Cale. Pas du tout que le rock'n'roll, vraiment des choses autour du jazz, de l'avant-garde. C'est un parcours assez passionnant. Sophie Rosemont, vous avez choisi Afraid de Nico. Oui, une chanson où elle raconte à quel point c'est difficile d'être belle et seule. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire de sa vie, comment sa beauté l'a handicapée, à complètement voiler le regard des autres sur elle. Et là, je dis le mot voilé, et effectivement, c'est aussi le cas de sa voix à la fois profonde, voilée, et très entêtante. Je trouve qu'elle a une voix vraiment à part. Et je ne peux que conseiller le recueil de ses textes de chansons qui a été édité il y a peu par son fils, Harry. Et ça vaut le coup. En le lisant, on se rend compte toutes les choses qu'elle a voulu dire à travers ses chansons et auxquelles on a peut-être échappé, sachant qu'elle est quand même décédée très jeune, de façon stupide, à Ibiza. Comme vous l'entendez, Sophie raconte très bien ses artistes, donc je vous invite à lire Girls Rock. On va continuer. Tina Turner, Catherine Ringer, Véronique Sanson, Joan Jett, Kim Gordon, Björk font partie des femmes qui ont donné une leçon d'émancipation. Qu'ont en commun ces artistes qui se sont détachés du groupe pour être plus fortes en solo ? Elles ont en commun d'avoir fait taire tous ceux qui pensaient qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle ne pouvait pas exister sans l'autre. Alors, Tina, évidemment, c'est un super exemple. C'est comment se faire battre comme du bon pain tous les jours, se faire entendre dire par son mari qu'on sert à rien, vraiment, et partir avec rien en poche, risquer la garde de ses enfants, sa carrière. En plus, elle a dû lui filer du fric. C'est quand même ce qui est dingue, était qu'elle avait planté en pleine tournée, donc des procès, l'enfer, et tout ça pour
What's Love, quoi. Enfin voilà, revenir en tête des charts et devenir beaucoup plus connue que lui. Bien sûr. Ça, c'est la meilleure des revanches. La meilleure des revanches. Elle pouvait pas rêver mieux. Donc Tina Turner, c'est un exemple d'émancipation et puis aussi de performance scénique extraordinaire. C'est ce que raconte très bien Cécile Cassel, qui intervient sur les prestations scéniques de Tina Turner. C'est-à-dire qu'en live, c'était quelqu'un qui était complètement habité, enfin qui était, parce qu'a priori elle a la retraite. Tina Turner, au bout d'un moment, elle a envie de se reposer. Je conseille d'ailleurs ses dernières mémoires. Elle en avait déjà sorti à la fin des années 80. Et là, la version, une nouvelle autobiographie vient de sortir en version française. Et elle raconte quand même beaucoup de choses. C'est très émouvant, c'est assez émouvant et en même temps c'est une grande leçon de force pour toutes. Catherine Ringer, pareil, je pense que beaucoup pouvaient se dire qu'après la mort de Fred Chichin, elle allait soit faire des reprises, soit se débrouiller comme elle pouvait. Bah non, elle a sorti des albums solo, elle écrit, elle compose, elle est multi-instrumentiste. Elle a fini la tournée, même. Voilà, et en plus elle a fini la tournée en cours, tête haute. Alors qu'elle a été dévastée, c'est un exemple aussi non seulement de force psychique, physique, et aussi musicale. Parce que c'est une musicienne qui existait en dehors de son conjoint, même si ce qu'ont fait les Rita Mitsuko ensemble reste inatteignable. Alors on écoute immédiatement celle avec laquelle vous ouvrez ce chapitre et on en parle juste après. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. C'est un crime de couper ce genre de morceau, mais promis, il sera dans la playlist et en intégralité sur le site de Fréquence Protestante et sur la page Facebook de l'émission. Carole King, c'est le premier exemple parlant de ce que l'on vient d'évoquer, dites-vous. Oui, parce qu'elle a commencé finalement avec son mari à écrire, à composer, parce qu'elle composait, il écrivait. Et voilà, le divorce, elle est partie avec ses enfants sous le bras à Los Angeles. Et au bout de quelques mois, elle s'est dit, il serait peut-être temps que j'écrive mes propres chansons. Et même mieux, que j'interprète moi-même les chansons que j'ai offertes à d'autres, dont celle-ci. You Make Me Feel Like a Natural Woman, que Aretha Franklin a divinement chanté. Mais lorsqu'on écoute la version de Carole King, on est forcément très très touché. Et c'est vrai que Carole King est un monument aux États-Unis, beaucoup moins en France. Elle fait partie de ces artistes, un peu comme Carly Simon d'ailleurs, qui sont moins, qui ont pas raté le train européen, mais pas très loin, très respectés, mais qui sont pas arrivés au niveau de célébrité atteint outre-Atlantique, sachant que Tapestry, donc qui est l'album solo par excellence de Carole King, a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est une merveille. La qualité de production, et là, je m'extasie encore, mais en plus, voilà, c'est quelqu'un qui avait un amour du son, qui a un amour du son incroyable, aussi engagé. Il n'y a pas longtemps, elle est revenue avec une chanson qu'elle a réinterprétée dans un cadre politique, contre la politique de Donald Trump. Donc Carole King, c'est vraiment, elle aussi, une femme de tête, et qui aurait pu très bien se contenter de rester dans l'ombre, d'œuvrer avec son mari, ou alors peut-être de se trouver un autre complice après. Non, après d'ailleurs, ces mariages successifs n'ont pas spécialement marché, parce que je crois que les hommes avaient du mal à être en couple avec quelqu'un d'aussi créatif, d'aussi sans doute imposant du point de vue artistique. Mais je crois que voilà, le mariage et la collaboration, ça lui a suffi. Et après, elle s'est dit, je mène mon petit bateau toute seule. Et évidemment, elle a cartonné, comme quoi on devrait toutes le faire plus souvent. Alors, on va poursuivre dans notre lecture de Girls Rock, sans transition. Le sexe est un sport de combat, écrivez-vous. Et puisque être sexy n'exclut pas le féminisme, parlez-nous de ces artistes qui vivent leur sexe et leur sexualité comme elles l'entendent. Oui, je crois qu'on peut être féministe en barésie. Je crois qu'on peut ne pas du tout être féministe en t-shirt et en baggy. Ça ne veut rien dire. Il me semblait intéressant d'évoquer, de garder une place à ces personnalités artistiques qui ont vraiment
eu un discours, une attitude autour de leur genre et de leur vision de la sexualité. Et ça, c'est une forme d'engagement. D'ailleurs, c'est pour ça que ce chapitre vient juste après le chapitre sur les engagés. Parce que pour moi, il me semblait vraiment vital de parler de ces personnes qui ont aussi joué sur le travestissement, hein, comme Marénée dont je parle, Gladys Bentley, Anony, voilà, qui est un homme, maintenant qui est une femme, Peaches, et puis Anna Calvi, qui est donc de toute manière féministe, mais qui, dans son dernier album, assume son identité queer. Et ça, je trouve ça formidable d'avoir osé le faire, alors que c'est une personnalité assez timide, assez douce, et qui, même si elle se révèle absolument flamboyante et comment dire, très puissante sur scène, Anna Calvi, ça on le sait dès qu'on l'a vue. Mais ce discours, même des personnalités comme Lydia Lunch, Wendy Williams, qui sont liées à un punk, les seins nus, le scotch noir sur les tétons, sur les tronçonneuses, un discours féministe hyper radical, mais que je trouve plus que salvateur, parce que c'est daté quand même de quasiment 30 ans. Là, maintenant, ça nous étonne peut-être moins parce que le féminisme commence, ça y est, à entrer dans les mœurs. On commence à se rendre compte qu'en fait, c'est plus étrange de ne pas être féministe que de l'être. Mais il y a 30 ans, c'était étrange d'être féministe, vraiment. On avait une vision de la féministe folle, anti-homme, voilà, qui voulait castrer tout le monde, qui n'aimait pas la vie, qui était moche. Non, mais alors que pas du tout. On pouvait être sexy, créative, chanteuse, performeuse et féministe. De belles boucles blondes, une voix de chanteuse d'opéra, un son de guitare qui rappelle celui de Jeff Buckley. C'est le portrait que vous faites d'Anna Calvi qu'on va écouter tout de suite. If I was a man and opened my body, oh, would I now understand you completely? If I was a man and opened my body, if I was walking and talking as a man, Après ces êtres extravertis, source de tous les fantasmes, je vous invite à nous parler de leur opposé, les low profile, du chapitre En toute discrétion. Avant d'écouter celle que vous avez choisie, parlez-nous de ces artistes qui, bien que discrètes, sont loin d'être effacées ou transparentes. Oui, il y a des personnalités comme Lisa Gérard, comme Beth Gibbons, qui est une de mes chanteuses préférées de Portiched. Beth Gibbons, c'est une des rares artistes qui m'a fait pleurer en concert. Hein. C'est-à-dire que c'est une telle émotion, une telle maîtrise de sa voix et à la fois une telle vulnérabilité dans une seule et même petite personne, toute fragile. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Il y a aussi cette chanteuse anglaise, Julie Driscoll, qui était bien partie pour devenir une pop star et gérer du swinging London, et hop, qui a tout plaqué au milieu d'une tournée pour aller épouser un pianiste de jazz hyper exigeant, mais peu connu du grand public, et enregistrer des albums très expérimentaux entre le rock, le jazz, les bruits d'aspirateur, n'est-ce pas? Et puis il y a Feist, Leslie Feist, qui est une personnalité, une guitare héroïne aussi, une grande compositrice, très grande compositrice, mais qui fuit les paillettes, qui fuit le fait d'être mise en avant. The graveyard, all full of light. The only age, the beating heart, is empty of life. Dirty grass, the shadow heart, the moon sails past.
back to life. Whoa, bring 'em all back to life. Dites-nous ce que l'on écoute et pourquoi ce choix. Alors, c'est une de mes chansons préférées de Feist, de très très loin, sur un album qui n'a pas été reçu aussi chaleureusement que ses prédécesseurs, qui s'appelle Metals, qui est sorti en 2011, qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus sombre, beaucoup plus austère. Mais quelle beauté! Enfin, ce titre, tout est absolument parfait. Et pour ceux qui doutent des échos et des influences rock'n'roll de Feist, il suffit d'écouter cette chanson, parce que de toute façon, Feist vient du punk. Elle a commencé par le punk au Canada. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a cassé sa voix, si joliment d'ailleurs. Mais c'est en criant trop fort dans ces groupes, de punk en étant ado que Leslie Feist s'est fait ce timbre-là, si spécial. Alors vous avez aussi choisi de présenter ces femmes qui se sont faites connaître comme muses. Une nouvelle fois, votre introduction donne le là. Ce n'est pas parce qu'un homme les a repérées qu'elles lui doivent tout, qu'elles n'ont pas de talent, qu'elles ne peuvent pas briller sans lui. Voilà qui est clair. Ça vous agace quand les noms de Yoko Ono, Linda McCartney ou Laurie Anderson sont irrémédiablement collés à ceux de leurs compagnons? Ça m'agace, mais je crois que ça agace beaucoup moins les hommes qui ont constaté la présence de Yoko Ono dans mon livre et qui sont devenus complètement hystériques. Oui, je reçois des mails d'insultes parce que Yoko Ono figure dans mon livre. C'est un gros problème. Comment ça se fait? Oh, mais en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas la Yoko Ono musicienne, même si on écoute toute sa discographie, qui je pense n'est pas du tout le cas de la plupart des gens qui la critiquent, il y a quand même des bijoux. Pour moi, Yoko Ono est une artiste très importante du point de vue plastique, conceptuel, on le sait tous, n'importe quel historien de l'art nous le dira. Et aussi, en termes de musique, elle a fait des chansons comme Sister oh Sister, par exemple, que je trouve très intéressante, et puis c'était quelqu'un d'extrêmement engagé. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux de John Lennon sur son engagement. Donc en fait, c'était à la fois sa muse et à la fois son mentor. Et ce qu'on lui reproche à Yoko Ono, c'est d'avoir été le mentor de John Lennon et soi-disant la voleuse de John Lennon des Beatles, d'avoir celle qui a brisé les Beatles alors que John Lennon n'avait absolument pas besoin d'elle pour faire ce qu'il voulait de son groupe, etc. Et oui, effectivement, June Carter. Donc là, personne ne m'agresse à propos de la présence de June Carter dans le livre, Dieu merci. Mais d'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point les hommes, ceux qui m'ont fait ces critiques, deviennent fous quand on parle de Yoko Ono et pas du tout quand on parle de Linda McCartney. Donc je pense que hormis une espèce de machisme un peu crasseux, il y a forcément une dose de racisme assez forte là-dedans, parce que Yoko Ono, elle arrivait, elle était japonaise, elle venait alors que Linda McCartney venait d'une très belle famille new-yorkaise, elle était blonde aux yeux bleus, elle était très gentille, très, très timide. Yoko Ono, elle s'incrustait au studio et elle donnait son avis. C'était un peu trop. Et ça la poursuit 50 ans plus tard, et je trouve ça presque fascinant. Et ça me conforte d'autant plus dans l'idée d'avoir fait ce livre, vraiment. Mais Linda McCartney, en tout cas, elle a apporté beaucoup à Paul, cette espèce de deuxième souffle après les Beatles, cette énergie au sein des Wings. Donc pour ceci, elle méritait d'être dans ce livre, même si elle était avant tout une photographe hors pair. June Carter, là, il n'y a pas à dire, c'est une musicienne accomplie, guitariste, chanteuse hors du commun. Ring of Fire, elle l'a coécrit, donc elle avait besoin de personne. Et Johnny Cash, par contre, avait vraiment besoin d'elle. Et d'ailleurs, il est décédé quelques mois après. Il n'a pas pu supporter d'être au monde sans June. Donc c'était important, je crois, de parler de ces femmes qui n'étaient pas que des muses. Et effectivement, ça m'agace quand on parle de Laurie Anderson comme de la femme de Lou Reed. Là, c'est un peu le cas de Yoko Ono, sans déchaîner autant de passion. Mais Laurie Anderson était déjà une artiste, depuis longtemps, multi-instrumentiste, conservatoire, grande maîtrise des instruments, le genre de gamine qui écrit au président des États-Unis pour lui demander des conseils sur sa campagne électorale du lycée. Campagne qu'elle gagne. Et il lui envoie un bouquet de fleurs pour la féliciter. Déjà, c'était bien parti dans la vie de Laurie Anderson, et qui avait sorti ce tube au Superman, avant donc d'être en couple avec Lou Reed, dans les années 90. Et donc oui, tout ceci me semble vraiment assez insupportable quand on dit la veuve de Lou Reed. Oui, enfin non, c'est Laurie Anderson, avant tout. Alors pour illustrer ce chapitre, qui vous passionne, oui, quand vous le voyez, ça m'énerve un peu. On va écouter celle qui ouvre, encore une fois, le bal, Vanda Jackson. Même si son nom a souvent été associé à Elvis Presley, avec qui elle a eu une liaison, vous rappelez qu'elle n'a pas attendu le King pour tâter les cordes. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I
blow your head off, baby. Sophie Rosemont, Fujiyama Mama. Ah, quel timbre que celui de Wanda Jackson. Ceux qui pensent qu'elle a eu besoin d'Elvis Presley pour tâter du rock'n'roll peuvent quand même ranger leur cliché. C'est quelqu'un qui a quand même appris la guitare avant de rencontrer Elvis, bien avant d'ailleurs. Elle a fait ses premières parties, et pas parce qu'elle était toute méconnue, au contraire, elle était à l'époque où elle les a fait, donc au milieu des années 50, elle était aussi connue, voire peut-être plus que lui dans certaines villes. Mais c'est toujours bien d'ouvrir les concerts d'un homme par une femme, n'est-ce pas ? Ça fait plaisir au public. Et c'est vrai qu'elle a eu une amourette, dirons-nous, avec Elvis, mais qui très vite a été lassé des petits rendez-vous au drive-in, de manger des burgers. Ça a été la période où il est parti tenter sa chance à Hollywood comme acteur, avec le succès qu'on sait, c'est-à-dire que des navets. Et elle a fait sa vie, hein. Mais j'adore Elvis, ça se dit en passant. Et elle a fait sa vie, mais elle est revenue à une country, Wanda Jackson, assez rapidement. C'est avant d'être dénichée, d'ailleurs, il y a quelques années, redénichée par Jack White, qui est lui l'homme qui adore aller chercher les vieilles dames qu'on a oubliées. C'est vrai que Jack White a quand même beaucoup de qualités, dont celle-ci. Et donc, Party is Not Over, et c'est l'album qu'ils ont fait ensemble, il y a quelques années, où tout le monde a réalisé que Wanda Jackson était quand même un monument de la musique américaine et de la guitare, parce que c'était une très 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 bonne guitariste. Alors, nous pouvions terminer cette émission sans aborder l'engagement dans le rock'n'roll. Elles sont nombreuses à être de véritables porte-parole ou icônes de la prise de position forte et engagée. On pense à John Baez, Patti Smith ou Tracy Chapman. Mais vous dressez aussi le portrait d'Odetta, Catherine Ribeiro, Tori Amos, Annie DiFranco et j'en passe. Parlez-nous de celles qui s'engagent à tout prix pour reprendre le titre d'un de vos chapitres. C'est fascinant de voir que ces femmes-là, en plus de prendre le risque de mener une carrière dans le rock'n'roll, de partir toutes seules sur la route, de peut-être pas vendre des disques, de peut-être pas être reconduite dans un label, de devoir peut-être rentrer chez elles, les épaules basses, sous les colibés parce qu'on n'a pas réussi sa carrière, prendre le risque beaucoup de risques aussi sentimentaux et personnels à une époque où il était inconcevable qu'une femme ne soit pas mariée, n'ait pas d'enfant. Et en plus de ça, elles se sont engagées. Alors c'est vrai que j'ouvre le chapitre avec Odetta, qui était une très grande voix du folk, du protest folk, impressionnée par Woody Guthrie, qui a lui-même influencé Bob Dylan. Et Bob Dylan a été influencé par Odetta, qui d'ailleurs plus tard a fait un album de reprise de Bob Dylan. C'est vraiment génial, ces petits cercles vertueux de la musique. Et Odetta qui a évidemment inspiré John Baez, qui est une grande voix de l'engagement. Mais c'est vrai que ce soit Patti Smith pour le pacifisme, l'écologisme, Courtney Barnett, donc une rockeuse plus contemporaine avec le féminisme, Annie DiFranco aussi pour le féminisme, Liz Phair aussi, et toutes ces femmes-là. C'est vrai, Catherine Ribeiro, donc une chanteuse française, qui vit dans une assez retirée à la campagne, mais qui a chanté avec Alps des morceaux magnifiques et qui est une grande chanteuse et aussi très engagée. Communiste, et ça lui a coûté très cher. Je suis très impressionnée par le courage de ces femmes, parce que au-delà du message qu'elles véhiculaient par leur simple présence sur scène, un message d'indépendance et de « je suis là », d'affirmation de leur identité, elles véhiculaient des messages politiques. Et c'est fou de voir à quel point elles ont pu être aussi militantes, profondément militantes. Bien, on va écouter PJ Harvey, The Glorious Land, et vous nous parlez juste après de cette figure engagée. PJ Harvey, chanteuse féministe s'il en est.
féministe, très très fortement féministe dès ses débuts. Elle a signé des textes de chansons vraiment à mourir de rire, où elle se moque du mâle alpha bien avant tout le monde. Très attachée à son indépendance. Sa vie, c'est sa carrière, sa musique et rien d'autre. Elle peint, elle joue de plusieurs instruments, elle enregistre, elle chante, elle compose, elle écrit. C'est un génie. C'est un génie total et qui depuis quelques années s'engage plus du point de vue, on va dire, politique international. C'est quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe dans le monde. Elle est allée au Kosovo et cet album-là, Let English Shake, dont est tiré le morceau qu'on vient d'entendre, est un des plus beaux, peut-être un de mes préférés de PJ Harvey, où elle revient sur le passé de l'Angleterre, le passé d'une Europe qui ne cessait de combattre les autres, d'essayer de repousser ses frontières et empêcher les autres de rentrer et en même temps de vouloir s'imposer ailleurs. C'est un problème qui existe toujours maintenant. Et là, cette sensibilité et cette force, cette verve et aussi ce charme fou. Polly Jean Harvey, c'est, je crois, une des rockeuses ultimes. Alors nous allons terminer cette émission avec le titre le plus récent de cette sélection, Charity de Courtney Barnett. Pourquoi ce choix ? Déjà, pour moi, Courtney Barnett, c'est vraiment la nouvelle génération de rockeuses. Donc, elle est australienne. Elle a grandi au son de Nirvana et très vite, elle a fondé son label. Elle a tout fait toute seule. Elle a aussi fait quelques collaborations, notamment avec Kurt Weill. Et son dernier album est assez féministe, assez engagé. Elle cite d'ailleurs Margaret Atwood. C'est et avec un sens de la mélodie assez dingue. C'est-à-dire qu'elle allie le côté un peu fun du rock'n'roll, le riff qui nous touche droit au cœur, et en même temps un discours très cage, genre quittez en fait pour me poursuivre, quittez pour m'insulter, quittez pour me troller, laisse-moi vivre, laisse-moi jouer ma musique et tais-toi. C'était le dernier titre de cette sélection 100% féminine. Sophie Rosemont, merci d'avoir accepté mon invitation dans La musique se livre. Merci beaucoup Raphaël, merci. Je rappelle que vous venez de publier Girls Rock aux éditions Nil. Le podcast de l'émission ainsi que la playlist de tous les titres diffusés sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de La musique se livre. Nous nous quittons avec un autre groupe 100% féminin, les Bangles, et leur célèbre Manic Monday, composé par Prince. C'est ça quand on a des obsessions. Rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée, bon week-end.